C'est une piste vidéo que j'aurais dû supprimer, malheureusement elle est restée. Et effectivement, ça a fait apparaître ce carré, mais qui n'est en rien un cache permettant une supercherie. Qui n'est en rien un cache permettant une supercherie. Qui n'est en rien un cache permettant une supercherie. Une supercherie, une supercherie, une supercherie. Bonjour. Voici enfin venu le temps de vous livrer cette analyse que je vous ai promis et que bon nombre d'entre vous attendent avec impatience. Que vous soyez fan ou pas de Gus DX et de son émission Chasseur de fantômes, vous reconnaîtrez certainement en lui une personne intelligente et très habile en communication. Ce qui suit vous prouvera à quel point c'est le cas. Mais avant d'aller plus loin, vous devez comprendre ceci. Ce n'est pas parce que dans cette vidéo je vais démontrer que Gus DX a bel et bien truqué la vidéo de la tourmentade que forcément cela signifie que pour moi toutes les vidéos sont truquées, qu'elles soient de Gus DX ou d'un autre. Cela ne veut pas dire non plus que les expériences vécues par certaines personnes ne sont pas dignes d'intérêt. Je vous dis cela car beaucoup de personnes ayant vécu des phénomènes qu'ils n'ont pu expliquer considèrent que parce qu'elles-mêmes ont vécu quelque chose, cela implique que ce que montre Gus DX dans cette vidéo est réel. Or, ce n'est pas le cas. Il faut apprendre à faire la part des choses. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai pris le soin de bien détailler chaque argument avec en plus un timecode qui est exactement celui de la vidéo d'origine afin que vous puissiez facilement retrouver chaque élément et de cette manière vérifier par vous-même. Car c'est important de ne jamais croire entièrement sur parole ce qu'on vous montre ou l'on vous démontre. Il faut systématiquement recouper les informations, revérifier les informations. En l'occurrence, c'est ce que je fais en analysant cette vidéo. Cette analyse est le fruit d'un très long travail qui était nécessaire car si un grand nombre de personnes voyaient dans cette vidéo l'évidence d'un trucage, personne ne fut en mesure de le prouver efficacement. Ce qui suit fut long à décortiquer, à appréhender, à remettre dans le bon ordre, tant il y avait de choses posant problème. Le scénario qui suit ne m'est pas apparu dans sa globalité au premier coup d'œil. Il est le fruit d'une intense réflexion de ma part, de remise en question systématique, de vérification et de revérification. Il est à mon avis ce qui apparaît comme étant la plus logique des explications. Le scénario imaginé par Gus DX. Gus DX souhaitant montrer un phénomène inexpliqué, donc paranormal, même si plus tard il reviendra sur ses propos, avait décidé d'utiliser la très connue technique du fil de nylon. Il faut avouer que les lieux s'y prêtaient admirablement bien. Mais utiliser seul cette technique, trop flagrante, lui aurait valu un grand nombre de commentaires négatifs. Alors, afin de contrer ces éventuels commentaires, il imagina d'y ajouter un trucage numérique, avec cette lueur qui s'éclaire toute seule, juste avant le mouvement du plateau. Malheureusement, pour Gus DX, tout ne se déroulera pas comme prévu, et il sera contraint d'ajouter un trucage supplémentaire, un troisième trucage, dont nous parlerons plus loin. Vous devez vous demander si Gus DX a utilisé un fil de nylon, où se trouvait-il? Simplement à l'étage, bien assis sur sa chaise, et tenant sa caméra principale dans les mains. La plupart des gens qui se sont attardés sur cette séquence ont noté le décalage entre le mouvement brusque de la caméra et le son provenant d'en bas. Il ne fallait pas chercher à comprendre cette réaction, mais plutôt à s'intéresser à cette action. Car c'est bien d'une action qu'il s'agit, l'action de tirer sur le fil de nylon. Observez le mouvement de la tête et du buste. Est-ce là ce qu'on s'attend à voir d'une personne qui se retourne vivement car elle est surprise? D'ailleurs, puisqu'on parle de ce mouvement de Gus sur sa chaise,
comment se fait-il que la caméra de Gus, qui se trouve sur un trépied à l'étage, et qui nous montrera de nombreuses images de Gus se promenant, nous faisant visiter les lieux, ne montre absolument rien sur ce phénomène, sur la réaction de Gus? Vous me direz que c'est pas une preuve, mais c'est quand même très suspicieux. Si cette caméra ne nous montre rien de ce mouvement étrange, c'est parce qu'elle ne l'a pas enregistré, car Gus DX l'a déplacé et pointé sur le balcon où il dit avoir entendu du bruit, ce qui est pratique pour ne pas être dans le champ de cette caméra au moment fatidique. Autre chose, lorsque Gus descend de l'étage pour aller voir ce qui s'est passé en bas, comment se fait-il que nous n'ayons pas un plan continu? Putain de bordel. Putain de bordel. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a un bruit dingue en bas. Un bruit dingue en bas. Comment se fait-il que dans la descente des escaliers, la séquence s'arrête? Alors bien sûr, coupure au montage, oui. Mais c'est quand même dommage d'avoir enlevé ces images qui auraient été intéressantes. Là, on se retrouve avec une coupure, un montage. Ce n'est pas un trucage, bien sûr. Mais n'importe quel caméraman, même amateur, vous dira que lorsque quelque chose d'important se produit, on ne coupe pas la caméra, on continue de filmer. Ah, peut-être avait-il eu un problème de pile. C'est en tout cas toujours pas une preuve, mais c'est encore une fois de plus très suspicieux, vous ne trouvez pas? Si nous ne voyons pas cette séquence continue qui aurait dû nous emmener jusqu'en bas, voir le matériel tomber au sol, c'est simplement que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Le fil a dû casser. Eh oui, le fil a dû casser. Revoyons la scène vue de la caméra d'en bas et détaillons le mouvement du plateau. En détaillant le mouvement du plateau, vous vous rendez assez facilement compte, à l'œil nu, qu'il bouge en deux temps. On peut me dire qu'il y a un troisième temps lorsqu'il heurte le trépied et un quatrième lorsqu'il atterrit au sol. Il fait sac, sac, pa 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 et boum. C'est parce que Gus DX a dû s'y reprendre à plusieurs reprises, car le fil avait cassé. C'est pourquoi Gus DX va devoir redescendre, ce qui explique pourquoi nous n'avons pas de séquence continue entre le moment où il se lève de sa chaise et arrive en bas. Nous avons une séquence qui est coupée par un montage. Il va donc redescendre pour parfaire son trucage et faire tomber le plateau au sol. Et comme il est fatigué, il a mal à la jambe, il va descendre et il va rester en bas en se cachant. Il va bien se cacher. Et pour bien se cacher, il va opérer un troisième trucage numérique, puisqu'il s'était dit de toute façon ce n'est pas grave, je dois déjà en faire un. Mais je l'ai trouvé. Et vous, savez-vous où se cache Gus DX? Résumons donc ce scénario. Gus DX s'est posté à l'étage, il a tendu un fil entre le plateau et sa chaise, il tire dessus, malheureusement le fil casse, il redescend, opère la finalité de son trucage, sachant qu'il avait prévu un trucage numérique pour masquer ce fait, et il se dit, je vais me poster ici pour finaliser tout ça, et je ferai un trucage supplémentaire. Bien, ceci est un scénario, et je conçois tout à fait que pour beaucoup, il puisse apparaître comme étant abracadabrantesque. Et pourtant, je vais vous en fournir les preuves dans cette seconde partie, qui s'appellera les preuves. Pour commencer ce déballage, ce grand déballage de preuves, grand déballage parce qu'il va y en avoir beaucoup, vous allez être étonnés. Je vais vous montrer 3 captures d'écran de la vidéo de Tourbillon 4 au travers du lecteur YouTube. Comme ça, vous pourrez les retrouver vous-même très facilement. Vous n'avez qu'à vous présenter pour cette première image à 1h49 minutes 11 secondes. La seconde image se trouve à peine derrière, à quelques centièmes, toujours à 1h49 minutes 11 secondes. Quant à la troisième, je vous la montre là, à 1h50 minutes 36 secondes. Je vous montre ces images depuis le lecteur YouTube,
pour vous prouver que je ne vais pas vous montrer des trucs trafiqués. Pour vous montrer que tout ce qui va suivre par derrière sont des choses réelles. Il n'y a pas de falsification de ma part, comme certains internautes commencent à essayer de le faire sous-entendre dans certains commentaires. Bien, ce que vous allez voir, c'est simple. Observez ces 3 images et vous allez remarquer, regardez bien au sol, l'interaction, ou plutôt l'absence d'interaction entre la lumière qui est au niveau des pieds de Gus et le sac. Ce sac qui pose bien des problèmes. Et bien vous allez vous rendre compte que justement il n'y a pas d'interaction. Regardez, il devrait normalement cette lumière devrait se reporter sur le sac. Elle devrait manger sur le sac. Au contraire, ce qu'on voit, c'est que le sac est posé sur la lumière. La lumière semble passer dessous. Vous voyez, l'interaction sur le sac ne se fait pas. Pourquoi? Parce que ce que vous avez là sous les yeux, c'est un masque de calque. C'est-à-dire que c'est une superposition d'images. Ce qui implique que lorsque Gus DX redescend de l'étage et fait le tour de la table avec sa lampe, le sac n'est pas là. Le sac a été rajouté. Toujours dans cette séquence où Gus redescend de l'étage et tourne autour de la table, mais juste un peu plus tôt, au moment où il se trouve entre le buffet et la table, observez ce qu'il se passe sur la jambe de Gus et son pied. Ce que vous voyez là, c'est un reste de transparence. C'est un masque de transparence qui n'a pas bien rempli son rôle. Dans cette vidéo, Gus a utilisé beaucoup de techniques, notamment la superposition et bien sûr la transparence. Durant son parcours dans mon cadre, avant que le plateau ne tombe à 1h42, Gus DX va nous proposer à 8 reprises des séquences très courtes de 3 à 17 secondes, séquences de la caméra du bas, de la caméra violette. Ces séquences, elles sont proposées à intervalles réguliers et dans un but bien précis, celui de conditionner nos cerveaux à accepter 2 anomalies qui figurent dans chacune de ces séquences, mais qui figurent aussi dans la séquence où le plateau tombe. Ces anomalies, pourtant, sont assez visibles, mais en nous proposant comme ça ces séquences, il va conditionner nos cerveaux à accepter ces anomalies. Et vous allez voir que ces anomalies, pourtant, sont très intéressantes. Vous voyez, par exemple, dans cette première image, celle qui se trouve à 0h41 secondes, et si on compare avec les autres, on se rendra compte que bien que la luminosité soit différente et que le carré apparaisse plus ou moins, il y a une chose qui est récurrente dans chacune de ces images, c'est au niveau de l'angle de la table, cette espèce d'aura, cette espèce de petite aura blanche, petite tache blanche qui entoure l'angle de la table, et au niveau de la marche, dernière marche des escaliers, cette tache blanche un peu fantomatique. Oula, fantomatique. Je disais ça pour rigoler, il n'y a pas de fantôme, il n'y a rien de paranormal. Cette tache, vous allez voir plus tard, elle va bien vous faire rigoler. Bon, ces 2 anomalies se trouvent à chaque fois sur chacune des séquences et pas seulement sur la première image, mais à l'intérieur de chaque séquence, vous pouvez retrouver ces 2 anomalies tout au long des séquences. Bien, celle qui est là au niveau de l'angle de la table, je vais vous la montrer un peu plus en détail. C'est une anomalie liée à à la superposition des différentes couches. Le carré a servi de support, de transparence et notamment de support pour pouvoir coller par-dessus, par exemple recoller la table, le plateau avec la table, et en octroyant à cet angle de la table une certaine transparence qui permettra à Gus, lorsqu'il redescend, de passer derrière la table et que ça ne se voit pas. Notamment aussi au niveau du mouvement du plateau, vous allez voir tout à l'heure que c'est aussi pour ça qu'on a cette petite zone de transparence. Nous avons, je vais vous montrer ici, vous voyez, lorsque vous observez très attentivement à 1h48, 04, lorsque Gus est redescendu, nous avons toujours cette espèce de tache, mais nous avons toujours aussi cette espèce de halo qui s'est étendu, qui s'est tiré sur les jambes de Gus. Tout ceci, c'est de la transparence. Cette transparence n'a pas rempli son rôle correctement à ce moment-là.
Ça, c'est lié, comme je l'ai expliqué, à la difficulté pour une machine de faire des trucages très très nets. Et c'est souvent comme ça qu'on détecte les trucages. Bon, ceci n'est pas normal, hein, mais ça va moins vous faire rire que ce qu'il y a là. Bon, il est temps que je vous explique très simplement, pour les plus néophytes d'entre vous. C'est pas très chose de très compliqué, vous avez tous vu des dessins animés une fois dans votre vie. Hein. Vous savez à peu près comment ça se fabriquait avant. Aujourd'hui, ça n'a pas bien changé. Avant, on utilisait des feuilles de celluloïd qui permettaient, à partir d'un dessin original, de modifier la couche inférieure, et en empilant ces différentes couches, on pouvait obtenir une animation. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, et cette méthode a été conservée, elle a simplement été virtualisée avec ce qu'on appelle des masques de calque. Bien, ce sont ces masques qui permettent de fusionner plusieurs images différentes, comme je l'ai fait avec le petit trucage à l'entrée, tout à l'heure de la vidéo, où on voyait apparaître Gus, dessous la table. C'est exactement cette technique-là que j'ai utilisée. J'ai utilisé une première image de fond, j'ai récupéré une image de Gus DX que j'ai découpée, puis j'ai procédé à une animation, et j'ai caché cette animation derrière un autre bout de la première image que j'ai superposé en prenant garde à ce qu'une partie soit transparente. La vraie difficulté lorsqu'on fait un trucage vient de ce que c'est très gourmand en ressources pour un ordinateur. N'importe qui d'entre vous qui a un jour voulu faire un montage vidéo de ses vacances s'est rendu compte que l'ordinateur était beaucoup plus sollicité qu'à son habitude. Pourquoi? Parce que dans un montage, dans un logiciel de montage, on va assembler toutes les pistes dont on a besoin pour faire la vidéo. On va assembler, on va faire des transitions, on va faire des fondus, on va faire plein de choses. Et lorsqu'on fait un trucage, on va superposer plusieurs couches les unes sur les autres. Et le logiciel, lorsqu'il fera ce qu'on appelle le rendu, c'est-à-dire la finalisation du montage de la vidéo, il va devoir calculer tout ça. Il faut savoir que la couleur, comme la transparence, ou comme n'importe quelle autre couleur, c'est des codes. Dans des codes couleurs, chaque couleur a un code, la transparence a le sien. Le logiciel va devoir faire des calculs très pointus, très nombreux, et il va faire énormément de calculs pour finaliser tout ça. Et en fonction de la machine, le rendu sera plus ou moins bien réalisé. Et ce sont ces erreurs de calcul qui laissent des traces que je cherche dans les vidéos. Pour ce faire, j'ai une astuce assez simple. C'est que je ne modifie pas la vidéo, mais je change le framerate. Le framerate, les FPS, frames per seconde ou images par seconde. C'est-à-dire que la vidéo de Gus se trouve à l'origine en 25 images par seconde. Je ne change pas ni la résolution, ni la qualité de la vidéo, mais simplement le nombre d'images par seconde. De 25, je passe à 60. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, j'obtiens une vidéo qui fait la même longueur, la même durée, mais qui est coupée en 60 images par seconde. Ça permet d'avoir beaucoup plus de finesse dans les ralentis, dans les observations, et de mieux voir tous les petits défauts qui apparaissent, notamment dans les flous de mouvement, le motion blur, tous ces petits détails assez infimes, difficiles à voir à l'œil nu, mais très 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 présents lorsqu'on détaille à l'intérieur de la vidéo. Voilà, ça c'est pour la petite astuce. Mais il n'y a aucune modification sur la vidéo originelle. Simplement, elle est découpée en un plus grand nombre d'images. Et vous allez voir que ça permet d'avoir beaucoup plus de choses. Bien, il est temps maintenant de nous intéresser au cœur du problème, c'est-à-dire la séquence où le plateau tombe. Et voici la scène mythique, la scène magique, la scène du paranormal, celle du tombé de plateau, celle que vous attendez. Vous vous rappelez des bronzés qui font du ski? Ils nous avaient laissé une réplique culte. Le planté de bâton. Bien, Gus a son expression à lui maintenant. C'est le tombé de plateau. Bien, vous vous doutez que si on a pu trouver beaucoup de traces avant et après, il y a de grandes chances qu'on en trouve sur cette séquence. Et ça tombe bien, c'est la plus importante. Nous allons détailler ça ensemble maintenant. La lueur, la petite lumière qui s'éclaire, est donc la première chose qu'on voit dans cette séquence du tombé de plateau. Bizarrement, très bizarrement, dans son commentaire dans la vidéo de la Tourmenca, la vidéo originelle,
Gus ne parlera même pas. Il ne parlera pas de cette lueur. Il se concentrera sur le tombé de plateau. Cette lueur est pourtant visible, très nettement, et il ne peut pas l'avoir manqué lorsqu'il a fait son montage. À son domicile, derrière son ordinateur, au calme. Et pourtant, il n'en parle pas. Pourquoi? Parce que Gus est un petit pousset. Il aime bien faire le petit pousset. Je vous expliquerai ça aussi plus tard. Bien, cette lueur est-elle normale? Étant donné la qualité de la vidéo, j'ai préféré la faire ressortir plus précisément avec GIMP, un concurrent de Photoshop, pour ceux qui ne connaissent que les logiciels Windows, bien sûr. Voici comment on peut faire ressortir avec GIMP, simplement, avec une meilleure qualité, cette lueur, et vous constatez que ce carré n'est autre qu'un signe de superposition. Donc la lueur est aussi de la composition. Le mouvement du plateau maintenant, mouvement du plateau qu'on décompose en deux temps. Premier temps, le plateau avance, il s'arrête, il repart sur un deuxième temps et heurte sur un troisième temps le trépied avant de tomber au sol. Le voici revu et corrigé grâce à nouveau à GIMP et à ses excellents filtres, plus performants que ce que j'ai sur Kdenlive, et pour les mêmes raisons de qualité de la vidéo, très pourrie. Donc lorsque vous observez cette séquence, vous voyez dès le départ ce carré blanc dont je vous parlais, cette tache, qui va servir de support aux autres superpositions que sont celles de la lueur et des mouvements du plateau. Le plateau que vous voyez ici, délimité, et qui, lorsqu'il va se mettre en mouvement sur le premier mouvement, si vous regardez en dessous, il va arracher une partie du bord de table. Il va arracher une partie du bord de table. Pourquoi? Parce que la partie qui entoure le coin de la table est faite de transparence, et que cette transparence, comme je vous l'ai expliqué, elle remplira son rôle, mais le logiciel va avoir du mal à correctement le traduire, le logiciel au niveau du montage pendant le trucage. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très lourd pour un ordinateur, comme je vous expliquais tout à l'heure. Premier mouvement qui laissera une belle trace bien visible de superposition, bien carrée vers la fin, juste avant de s'arrêter, faire sa pause, et de repartir, poursuivre son mouvement, avant de heurter le trépied. Bien, voilà. Vous avez remarqué, je dis souvent bien, c'est un tic, je fais pas exprès. Donc voilà de quoi, je pense, ce n'est pas la fin, mais de quoi vous confirmer que cette vidéo est bien truquée. Alors, qu'est-ce qui se cache sous cette seconde tâche qui était pourtant visible de partout sur toutes les séquences, du début à la fin, avant que le plateau ne tombe, au moment où le plateau tombe, après que le plateau tombe, même sur les séquences noir et blanc, cette seconde tâche, dans les premières marches d'escalier, elle est là, et je vous ai dit que ça allait vous faire marrer. En fait, ça devait marrer tout seul, déjà moi-même. Et je me dis que j'arriverai pas à le faire, ce truc. Le mieux, c'est que je vous montre et vous comprendrez. J'ai eu beaucoup de mal à la tourner, cette séquence. Bien, surtout ne prenez pas peur. Et oui, ce sont bien les jambes de Gus qui sont à l'origine de cette tâche. Les jambes de Gus sont à l'origine de cette tâche. Alors pourquoi? Eh bien simplement parce que il a bien fallu qu'il se serve d'une base pour son trucage. Ceci, je l'ai obtenu en superposant plusieurs couches, en superposant une image fixe prise à 1h42 et 19 secondes en plein dans le trucage du plateau, et en soustrayant cette image à la séquence à 1h47 où Gus redescend. Et ce résultat, je l'ai encore soustrait sur une autre piste, ce qui donne encore un autre résultat que vous voyez, sans même utiliser le moindre filtre. Juste avec la méthode de la différence.
une couche, 2 couches, 3 couches. Voilà. C'est simplement la preuve que l'image que l'on voit à 1h47 ou qui correspond à la position des jambes est la base du trucage d'Auguste. Il a donc récupéré cette image, alors plus ou moins avant ou plus ou moins après, hein, à quelques millisecondes près, pour se servir de base sur laquelle ensuite il va travailler son trucage, faire son carré dans lequel il va faire ses superpositions, il va faire toutes ces modifications pour nous faire ce trucage numérique. Puis tout ceci, en fait, il va l'aplanir, il va le lisser, il va utiliser des filtres, il va notamment modifier, comment on appelle ça? Il va notamment modifier la netteté et ajouter du bruit dans ce carré, du bruit numérique, lisser tout ça et obtenir une séquence de trucage qui servira de base, elle aussi, pour toutes les autres séquences. Et c'est pour ça que cette tâche apparaît dans toutes les séquences. Toutes les séquences que vous pouvez voir de la caméra violette sont toutes issues de l'une de ces images de 1h47 au moment où Auguste redescend. Voilà. Il n'y a aucune image en temps réel, enfin en temps réel, oui, en temps réel, de la caméra violette qui nous a été montrée. Avouez quand même qu'il y avait de quoi se marrer. Bon, on a vu les jambes d'Auguste, mais son torse, qu'est-ce qu'il est devenu dans l'affaire? Son torse a laissé des traces aussi. Il a laissé des traces qui sont quand même visibles. Observez le mouvement dans la zone au-dessus de la rambarde, celle qui est contre le mur. Observez le mouvement sur la rambarde, la première rambarde, celle qui est à l'extérieur du mur. Et observez le mouvement au niveau du plateau. Vous voyez? Là où nous avons que 2 images côte à côte, hein, je vous ai extraites, ces 2 images sont sur la même couche, donc une seule piste, aucun filtre, il n'y a qu'un zoom, un seul zoom. Et vous voyez pourtant, cette erreur, cette anomalie était bien visible à l'œil nu, en regardant de près, d'accord, elle était visible, et on voit bien le plateau qui bouge en même temps que la petite zone où se trouve Gus sur les marches, et la montée d'escalier. Bien. Il est fort probable que Gus se soit tenu ici à un moment, peut-être pour réaliser la fin de sa tentative, de fil de nylon. C'est pour ça qu'il a été obligé de conserver, parce que je pense qu'il a souhaité conserver la partie son de la chute du plateau. Et du coup, il s'est retrouvé à conserver cette partie qu'il aurait mieux fait de pas garder, parce que ça permet de bien tester son trucage. Voilà. On parlera de la bande son après. Avouez que ça vous embouche un coin quand même. La bande son, encore la bande son. Eh oui, encore la bande son. Pourquoi? Les premières versions que j'ai faites vous ont démontré, pour ceux qui les ont vues, que j'avais raison. Mais certaines personnes sont têtues. Et on m'a reproché le fait que c'était pas assez précis. Donc, je vais la refaire comme j'avais promis, et on la fera aussi avec une analyse spectrale. Et vous allez voir que tout ce que vous avez vu dans le début de la vidéo jusqu'à maintenant va se confirmer avec la bande son. Donc nous avons toujours la piste originale de la vidéo de la Tourmente 4 qui est en haut. J'ai donc sélectionné la première partie, puis la seconde piste de la caméra du bas. Donc la caméra du haut est ici, la caméra du bas elle est ici. Je vais d'abord désactiver celle-ci là, puisqu'on n'en a pas besoin. Je les ai synchronisées et pour bien faire cette fois-ci, pour être plus précis, je suis allé chercher, alors à gauche, un petit peu avant, c'était pas tellement intéressant, mais plus loin, à droite ici, lorsque Gus commence il est toujours à l'étage, mais il va commencer à descendre, juste avant de descendre, on entend un petit bruit très sec, très net, et qui est surtout bien calé au niveau de la puissance qui est très proche l'un de l'autre.
voyez, on dirait un peu la poignée d'un seau qu'on laisse tomber sur un seau. Donc j'ai été jusque là de manière à pouvoir caler sur ce son qui est très clair et très net. Et voyez-vous, je vais zoomer au maximum. Et vous voyez, hop, je me suis calé le plus précisément possible. Vous voyez, on est bien calé ici. Hein, voilà. Donc cette fois-ci, il n'y a pas photo. Sport. Vous voyez, il est bien calé. Et vous l'entendez bien dans vos deux oreilles. Bon. Alors, maintenant, du coup, il faut dézoomer, puisqu'il est bien calé là. Et... excusez-moi, peut-être loin. Voilà. Ah. Voilà. Donc, nous avons toujours nos trois séquences. Donc, je serais heureux d'avoir un signe de votre présence. Ici, dans la piste du bas, de la caméra du bas, nous avons le bruit sur le trépied, la chute du plateau au sol, et ensuite nous avons les deux bruits qui sont le lever de chaise. On a la même chose ici, et on va se mettre de ce côté-là, on va vérifier le calage, on va se rendre compte que certes il est plus précis et moins important. Vous voyez, il démarre ici, on va considérer que ça démarre que là. Hein, on a un tout petit décalage de 77 millisecondes, c'est pas énorme, mais il ne devrait pas exister. Ensuite, nous avons entre ici et le suivant un nouveau décalage, mais dans le sens inverse cette fois-ci. Hein, il va dans le sens inverse, le premier venait de la gauche vers la droite, celui-ci va de la droite vers la gauche, donc il remonte le temps en arrière. On a encore un décalage de 55 millisecondes dans le mauvais sens, qui n'est pas normal. Et nous avons ici les séquences du lever de chaise, qui sont ici, et dont on voit très clairement que là, il y a un beaucoup plus gros décalage, d'environ 60-70. On va zoomer un peu plus, pour être plus précis. Un peu moins, ça va être trop dur après. Hop là, tac, tac, tac. Vous voyez, à peu près 68 millisecondes d'avance, c'est-à-dire que la piste du bas, de la caméra du bas, est en avance d'environ 60-70 millisecondes par rapport à celle du haut, ce qui veut dire que lorsqu'on... excusez-moi, j'ai trop loin. Ce qui veut dire que lorsqu'on se place au milieu et qu'on observe ça, ici, nous avons un décalage qui est faible, mais qui va dans ce sens-là, de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, pardon. Puis ici, nous avons un autre décalage, faible encore, mais qui va dans le sens inverse. On ne peut pas avoir besoin de tirer à gauche là, et en même temps tirer à droite. Ça veut dire qu'ici, sur cette piste, il y a forcément une coupure. D'accord? Au moins une coupure. Cette piste demande à reculer un peu. Celle-ci demande à reculer beaucoup plus. Ça signifie qu'il y a d'autres coupures. Ces autres coupures, on va les voir maintenant autrement dans un autre logiciel, avec une analyse spectrale. Avec Sonic Visualizer, pardon. Et voici la piste. Je vais me remettre au début, excusez-moi. C'est exactement la même piste. Voilà. La différence, c'est que je suis là de mon plein gré. Mais je suis là avec vous ce soir. Vous serez heureux. On va ainsi dans la compagnie. Dingue en bas, un dingue en bas. Bien, vous constatez que là c'est pareil, on est extrêmement bien calé au niveau de ce petit poum à la fin, on est bien calé et on a constaté plusieurs problèmes qui sont bien sûr les mêmes que je viens de vous montrer, mais surtout lorsqu'on regarde la piste en entier avec l'analyse spectrale, ce qu'on va remarquer,
voyez, cette grosse zone verte qui, dans la caméra du bas, qui n'existe pas dans la caméra du haut, et qui présente déjà à ce moment-là une montée du son liée au changement de plan. Et nous avons encore pas mal de choses comme ceci. Vous voyez, regardez, hop, on voit encore une autre démarcation intérieure. Vous voyez, c'est un véritable hachis parmentier. D'accord? C'est un véritable hachis parmentier que cette bande audio de la tour Moncade, surtout pour la séquence du bas. Pourquoi? Parce qu'elle a été coupée, recoupée pour faire le montage de ce que je vous expliquais avant. Ça implique simplement, ça veut simplement dire que ce que j'avais expliqué au début était exact. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que là, nous nous trouvons devant un trucage 100% numérique, 100% compositing, basé à base de superposition d'images, de transparence. Et vous allez me dire, du coup, mais alors le fil, qu'est-ce qui devient ce fil de nylon dans l'affaire? Puisqu'apparemment, il ne l'a pas utilisé. Eh bien, détrompez-vous. C'est pas parce qu'il ne l'a pas utilisé dans le trucage final qu'il n'a pas tenté. Je vous avais dit, lorsqu'il est redescendu, c'est parce que son fil avait cassé. Et je pense qu'il a peut-être fait plusieurs tentatives et que ça a échoué. Peut-être a-t-il choisi un fil trop fin, pas assez costaud, pas assez fort, et qu'au final, il s'est rabattu sur du 100% numérique. Alors, le fil de nylon, qu'en est-il? Lorsque je vais voir la vidéo de Guzix pour la première fois, je vais très rapidement voir que ce geste de la tête, comme je vous l'ai expliqué au tout début de la vidéo, n'était pas naturel. Pour moi, il y avait anguille sous roche. Et je vais très rapidement découvrir des éléments. Et je vais aussi m'appuyer sur les éléments découverts par d'autres personnes, comme par exemple Shimaera, qui avait fait une vidéo où il avait montré les traces justement de fils apparaissant au niveau de la valise. Effectivement, ces traces apparaissent au niveau de la valise. Et la valise, dont la poignée a très certainement servi de retour. Il avait expliqué dans sa vidéo, je crois que c'est ici, voilà, avec un système de poulies, de moteur, c'était très compliqué, c'était bien vu, mais très compliqué. Beaucoup trop compliqué, je pense, à prévoir à l'avance. Donc, pour moi, cette hypothèse tenait pas la route. Pourquoi? Parce que j'avais aussi trouvé des traces qui, pour moi, sont passées à l'étage. Lorsque Gus était à l'étage, ce geste, je me suis dit, il n'y a qu'une solution. S'il a vraiment fait ça de l'étage, comment je ferais moi pour le faire? Je me suis posé la question et je me suis dit, quand il est assis, il a forcément peu de mouvement et il va faire en sorte d'en faire le moins possible. Donc la solution serait de l'attacher sur le fauteuil. De l'attacher par un moyen quelconque, par exemple avec du scotch, sur le fauteuil. Donc je vais tourner autour du fauteuil et je vais regarder autour du fauteuil. Et je vais confirmer mon hypothèse. Oui. Parce que je vais trouver un premier élément ici, ce petit point blanc qui apparaît bizarrement ici sur l'angle du fauteuil, qui, il se pourrait très bien être un bout de scotch. Mais il y avait un détail qui était surprenant, et c'était le fait que s'il avait fait ça, le schéma classique voulait que le fil soit tendu par les escaliers, à travers la balustrade, mais il aurait pu se prendre les pieds dedans. D'ailleurs, quelqu'un va me faire cette réflexion. Et en regardant encore mieux, je tombe donc sur cette image où je vois ceci, mais aussi où je vois en dessous de la couloir ceci, qui ressemble très bien à un bout d'adhésif collé au sol et qui expliquerait une hypothèse comme celle-ci, avec le fil tendu, accroché au dossier, tendu au sol, ce qui laisse un débattement puisque on voit bien que la coudoir est déportée. Il n'a donc plus qu'à tendre la main, l'attraper, le remonter un peu, faire quelques moulins et tirer d'un coup sec, ce qui lui fait pencher la tête. Pourquoi au sol? Un bout de scotch au sol? Pour permettre
un franchissement entre le sol et la barrière. Et comme vous regardez, vous le voyez ici, cette tache blanche n'apparaît plus. Ça, c'est pris à 56 minutes. Donc le phénomène s'est déjà produit. La première image que je vous ai montrée, celle-ci, pardon, pas celle-ci, celle-ci, se produit à 50 minutes, 6 minutes plus tôt. Là, rien ne s'est produit encore. Ces deux choses se voient ici, et à 6 minutes plus tard, ne se voient pas. Et pour moi, la meilleure théorie, c'est qu'il était bien assis là, qu'il a accroché son fil sur l'accoudoir. Pour ne pas se prendre les pieds dedans, il l'a tendu au sol et a fait un retour avec un autre bout de scotch pour le laisser courir, aller rejoindre la balustrade, ici, et descendre en dessous. Pour ensuite descendre à l'étage, au rez-de-chaussée, de l'étage au rez-de-chaussée, avec son fil tendu, qui va très certainement, et c'est la raison pour laquelle le trépied bouge lorsque le plateau avance et qu'il est heurté dessus, il bouge, va se servir du trépied pour faire un retour, très certainement en allant chercher le sac et en faisant un retour, ce qui va compliquer la tâche et qui va effectivement provoquer la cassure du fil. À mon avis, c'est la chose la plus logique, hein, et la disposition des éléments, pas très dans les habitudes de luxe, qui a plutôt les gens personne à bien ranger ses affaires. Et comme vous pouvez le voir sur cette première image, à l'entrée, vous voyez bien que tout n'était pas de la même manière, rangé de la même manière, que même le sac est présent. Alors sur l'image suivante, ici, quelques instants plus tard, on voit le sac à cette place et on voit que tout a été mis en place. Donc il se sert du trépied avec le fil qui vient d'en haut pour faire un retour sur le sac, certainement retour derrière la caisse pour attraper le plateau et le faire bouger. Une petite séquence bonus vite fait, bien fait, pour vous parler de quelque chose de très intéressant, toujours concernant la tour Moncade, notamment grâce au forum de jeuxvideo.com, et qui a un sujet qui déjà date d'un moment. On en est à la 536e page. Ça fait un petit moment que je n'ai pas participé, donc je dis bonjour à tout le monde. Et si j'ai pas participé, c'était juste parce que je ne voulais pas, j'avais pas le temps, et j'étais en train de travailler, mais j'étais au courant de tout, je suivais tout ce qui se passait, j'étais toujours en relation avec Toto la Mouche. Maintenant, si vous ne l'aviez pas deviné, le participant mystère du petit concours, c'était moi. Et dès qu'il a découvert cette anomalie extrêmement intéressante qui est l'ellipse, il m'en a tenu informé et on a travaillé dessus. Au début, j'ai eu du mal à le faire apparaître comme lui. Et puis, une fois que ça a été possible, alors j'ai validé. Et c'est extrêmement intéressant. Ça va être creusé. J'ai déjà beaucoup creusé cette affaire. Mais j'ai malheureusement pas le temps de vous en parler dans cette vidéo. Il est 3 heures du matin. Nous sommes samedi, dans la nuit de samedi à dimanche. Demain, je pars en vacances pour une semaine. Donc, je vais terminer ça très vite fait. Et je posterai ça demain avant de partir. Enfin, j'espère que le rendu se passera bien. Et je vous ferai un bonus, voilà, une vidéo bonus avec tout ce que j'ai encore trouvé que je n'ai pas pu mettre dans cette vidéo parce que j'ai encore trouvé beaucoup de choses, notamment grâce à cette ellipse, et des petites choses annexes qui sont sympas, vous allez voir. Bon, donc cette ellipse, je valide la technique, qui consiste à déjà repérer une séquence qu'on pense truquée, on essaie de mesurer la durée, cette durée, on la multiplie par le nombre d'images de la vidéo. En l'occurrence, on avait dit, je crois, 18 secondes de total de plus ou moins de 18 secondes de trucage, fois 25 parce qu'il a travaillé en 25 images par seconde. Ça faisait un décalage de 459 secondes. Et en opérant ce décalage de 459 images, il arrivait sur cette forme d'ellipse qui correspond pile poil ici au moment où le plateau va tomber. D'accord ? Bien. Ça, c'est pour dire merci à Toto la Mouche, qui a une chaîne qui s'appelle Paranormal Info,
qui a eu beaucoup de problèmes avec notamment UseX parce qu'il avait publié des vidéos qui n'avaient pas plu et qui avaient été retirées. Voilà. Donc rendons à César ce qui lui appartient. Ensuite, récemment, encore plus récemment, alors faut savoir que quand c'était sorti, ça quand il l'a trouvé, c'était il y a plus de 15 jours, j'ai passé beaucoup de temps à travailler dessus pour voir ce que ça pouvait dire, vouloir dire, ne pas dire, comment ça devait être intégré à mon scénario. Bon. Et récemment, une autre personne a fait une petite découverte très très intéressante aussi. Alors, la chaîne s'appelle Je cherche à comprendre, je vous invite à vous abonner. Il a trouvé un truc très sympa, il a trouvé un petit bout de fil de fluorocarbone, un fil de néon de pêche, sur le rebord de l'accoudoir, que je n'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu, ben, je peux pas tout voir non plus. Hein. Et c'est très intéressant parce que dans sa vidéo, cette personne nous explique ça comme avec l'ellipse en disant que quelqu'un se cache derrière l'ellipse et que ce petit fil est pile poil dans l'alignement. Je pense que vous avez vu la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Bon, pour moi, la trace de fil, elle est excellente. Je valide pas la position de quelqu'un ici. Pour moi, il n'y a personne ici. Enfin, je n'ai trouvé aucune trace. Et j'ai cherché. Vous avez vu comment j'ai fait apparaître la silhouette de Gus là? Là, j'ai pas fait apparaître aucune silhouette. Par contre, j'ai trouvé des choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce petit bout de fil qu'il a découvert, eh bien simplement ça valide encore plus mes arguments à moi, concernant justement le fil depuis l'étage, et le fait que sa tentative a échoué, c'est que, comme on voit, il n'est pas droit, il n'est pas tendu, mais il est courbe. On voit pas ici un fil en tension, mais un fil totalement détendu. Détendu, pourquoi? Parce que ce fil, il vient de l'étage, il a cassé. Il l'a cassé, comme je vous l'ai dit. C'est pour ça qu'on le voit comme ça. Voilà. Mais c'était quand même bien vu, et c'est bien d'avoir gratté là-dessus, donc bravo quand même. Je suis content d'avoir qu'il m'ait trouvé ça. Merci, merci, merci. Et ça confirme bien ce cassage du fil. Voilà. Donc c'était pour vous dire ça. Sinon, les gens qui sont sur le forum de jeuxvideo.com et qui cherchent à comprendre la vérité ne sont pas, contrairement à ce qui se dit, des méchantes personnes. Non, ce sont juste des personnes qui veulent comprendre, qui ne s'arrêtent pas à ce qu'on leur explique et qui cherchent. Et si pour certaines personnes c'est dérangeant que d'autres personnes cherchent à comprendre la vérité, eh bien écoutez, tant pis pour eux. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. En rentrant de vacances, je ferai encore une vidéo bonus. Alors je voulais ne faire qu'une seule vidéo, mais bon, je ferai encore une vidéo bonus pour intégrer tout ce que j'ai trouvé qui est très intéressant, vous allez voir. Et là, vous avez vu, je vous ai montré beaucoup de choses très intéressantes. Et même des choses qu'on pouvait voir presque à l'œil nu. Et j'en ai trouvé encore pas mal. Et surtout, après, je vais reprendre le fil de mes idées à moi, qui sont plutôt basées sur tout ce qui est l'ufologie, les extraterrestres, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, même si toutes ne sont pas vraies. Et là, je vais démonter quelques fakes, même certains fakes très célèbres. Et surtout, je vais vous emmener voir un petit détail que j'ai découvert très récemment, qui m'a fait perdre du temps aussi, et que je cogite encore, parce que je pense que ce petit détail qui se trouve sur Mars est encore plus intéressant que la vidéo sur la tourmente 4 de Guzik. Pourquoi? Parce que ce petit détail, pour moi, il a un goût de mystère très sérieux. Voilà, sur ce, je vous remercie. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je sais qu'elle fait plus de 45 minutes, cette vidéo. Je ne voulais pas faire aussi long. Je vous dis merci et à très bientôt.